Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, bienvenue donc au Musée de la Photo pour notre 57e édition de Café Histoire qui traite d'un thème assez particulier aujourd'hui. Mais avant de présenter ce thème particulier, vous savez pourquoi on est là. Le Musée de la Photo s'est donné comme mission de valorisation du patrimoine photographique malgache et qui est en fait sur le filigrane de partage d'histoire de Madagascar, de connaissances sur des choses de Madagascar, de la culture, et ainsi de suite. Et comme c'est une mission aussi d'éducation à l'histoire de Madagascar et à travers les usages de la photographie. Aujourd'hui, nous avons donc la chance d'avoir le docteur Kochoa qui va en parler. Et ne soyez pas, pour ceux qui sont assez sensibles, ne soyez pas, s'il vous plaît, froissés en voyant les images parce qu'il y a des photos de lépreux. Les lépreux ne sont pas exclus des prises de vue. C'est-à-dire que des gens ont photographié des lépreux. Le système colonial en a fait. Aujourd'hui aussi, il y a encore des images de lépreux. On ne les a pas non plus cachés. Donc nous, on ne veut pas les cacher. Donc nous laissons donc la parole au docteur Kochoa pour vous présenter cet aspect de l'histoire de Madagascar. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup à toute l'équipe du musée de bien vouloir mettre en valeur cette maladie négligée qu'est la lèpre. Et je vais en faire une approche un petit peu générique. Je pourrais sans doute pas aborder tous les aspects, notamment les aspects sociaux, discrimination. Mais je pense que s'il y a des questions après, on pourra en débattre. Je ne suis pas seul, j'ai des collègues qui sont là, notamment il y a le docteur Green, qui est le chef du programme national de lutte contre la lèpre, avec qui on travaille vraiment main dans la main, Fondation Raoul Follereau et son service. Et puis j'ai des collègues de la Fondation Raoul Follereau, notamment Stéphanie, qui est chercheur et qui nous appuie dans des programmes de recherche qu'on évoquera très succinctement, mais qui peuvent faire l'objet après de discussions. Alors, je suis obligé de mettre mes lunettes parce que je commence à... C'est pas un symptôme de lèpre, mais... Voilà. Donc l'idée c'est aujourd'hui de vous parler de la lèpre et éventuellement de poser les questions sur le futur, cette maladie qui a un grand passé, mais malheureusement qui a encore un futur. Donc la lèpre, effectivement, c'est une histoire qui dure depuis la nuit des temps, qui a toujours été connue par l'homme. C'est une maladie qui malheureusement a son cortège de refus, de maladies maudites. Et donc c'est une maladie qui malheureusement a toujours été accompagnée de rejet pour les malades. Parfois il y a eu des périodes où il y a eu des périodes de charité, mais en règle générale on a toujours cette période de refus, d'exclusion, et c'est ce qu'on vit malheureusement encore dans certains pays. Même si on a eu des périodes où le malade lépreux a été plutôt mieux considéré. Donc néanmoins quelques dates, la lèpre on le verra, c'est une maladie infectieuse, et donc la découverte du bacille, c'est lié à un chercheur qui s'appelle Hansen dans les années 73, donc c'est quand même assez tardif, mais jusque dans les années 50, il n'y avait pas de traitement spécifique, ce qui expliquait toutes ces conduites d'exclusion, d'enfermement des malades dans des léproseries, des maladreries, on appelait ça aussi. Et nous, à la Fondation Raoul Follereau, le fondateur, c'est Raoul Follereau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les années 40, il a fait une rencontre avec les lépreux. Il a dit « Je consacrerai toute mon énergie à trouver des financements et à aider des stratégies pour lutter contre cette lèpre ». Et ça a abouti à ce que beaucoup de gens connaissent maintenant, la journée mondiale des lépreux. Alors quelques dates, c'est une maladie infectieuse. Malheureusement, les premiers médicaments qui étaient relativement peu efficaces, ça date des années 50. Et c'est seulement au début des années 80 qu'on a eu un traitement antibiotique, une polychimothérapie, c'est-à-dire une association d'antibiotiques qui a permis de faire un traitement efficace. Et on peut dire que depuis 80, on guérit la lèpre grâce à cette association d'antibiotiques. Une autre avancée, c'est le séquençage du génome de la lèpre, c'est-à-dire la carte d'identité du bacille de la lèpre,
qui a été totalement identifié par le professeur Stewart Cole, qui entre autres est le patron des Instituts Pasteur, mais qui est aussi le directeur du conseil scientifique de la Fondation Raoul Follereau, donc quelqu'un que je côtoie très souvent. Et grâce à cette approche génomique, on a peut-être des espoirs en termes de capacité diagnostique, approche phylogénique de la lèpre. C'est une avancée non négligeable. Et justement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'approche génomique de la lèpre permet de montrer qu'on a extrêmement peu de variabilité sur le bacille de la lèpre, mais on en a quand même quelques-unes. Et ça permet bizarrement de faire un état aussi des migrations humaines et justement des différentes portes d'entrée dans les différents continents et les différents pays de la lèpre. Ça, c'est une approche parallèle, mais qui n'est pas inintéressante, parce que pendant longtemps, sur la lèpre, on a eu des idées sur le transport de la lèpre, et grâce à cette approche génomique, on a maintenant des idées un petit peu plus claires. Donc la lèpre, elle aurait son origine au niveau de l'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient, et les migrations humaines l'ont conduite à voyager vers l'Asie, l'Inde et l'Asie, et la rentrée en Europe serait liée au retour des campagnes d'Alexandre le Grand, et c'est probablement les Grecs qui auraient, au retour des campagnes d'Alexandre le Grand, ramené la lèpre en Europe, pas seulement Europe centrale, Europe du Nord également, et ensuite on a des migrations beaucoup plus récentes, les migrations commerciales vers l'Afrique de l'Ouest et la colonisation de l'Afrique de l'Ouest ont probablement amené la lèpre en Afrique de l'Ouest, alors que si on lit les écrits d'il y a 20 ans, on pensait que la lèpre, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, c'était une progression horizontale. Non, ça a été tout un circuit. Ensuite, l'histoire montre qu'il y a eu la conquête du Nouveau Monde, et cette conquête du Nouveau Monde, la traite des esclaves, mais aussi la conquête du Nouveau Monde, ont amené la lèpre d'abord aux Antilles, et ensuite en Amérique, notamment en Amérique du Nord, puis en Amérique du Sud. Une histoire un petit peu plus récente sur Madagascar, on pense que c'est l'émigration à partir de l'Asie qui aurait amené la lèpre vers Madagascar. Alors, je le disais en introduction, la lèpre, il y a eu différentes perceptions. En règle générale, la lèpre, c'est toujours une notion de refus, une notion de discrimination. On considère que souvent, c'est des gens qui sont envahis par les démons. Et il y a eu différentes périodes, et on les oublie. Vers le 2e, 3e siècle, on considérait que c'était une punition, un péché, et donc on enfermait les lépreux, on en tuait certains, et on les condamnait à attendre leur mort. Ensuite, il y a eu une période notamment dictée par les retours de croisades, où beaucoup de croisés sont revenus avec la lèpre, et là, par contre, ça a été la période où, au contraire, c'était des envoyés de Dieu, ils étaient considérés comme des individus proches de Dieu, et c'était une forme suprême de mortification. Donc là, il y avait une meilleure considération du malade de la lèpre, et notamment sur les premières images, j'ai montré une image où on voit un malade avec une crécelle, c'est ces épithètes de petites clochettes, et il fut une période où les malades, ils agitaient la crécelle pour dire attention, il y a l'envoyé de Dieu qui est là, et les gens s'en approchaient. Et puis il y a une période qui revient après, c'est à partir du XIVe siècle, où cette même crécelle, elle est agitée pour dire fuyez, on est des pestiférés, et là ce sont plutôt les périodes d'épidémie de peste, et là avec les épidémies de peste on a enfermé ensemble aussi bien toutes les maladies dont on ne connaissait pas trop le traitement, et donc du coup le malade de la lèpre est devenu un pestiféré, et à nouveau ont été réenfermés. Ensuite, on ne connaît pas trop les modes de disparition progressive de la lèpre en Europe. On pense que l'amélioration du niveau de vie y a joué, mais probablement que les épidémies de peste et autres ont plus favorisé le déclin des personnes qui étaient un peu faibles au niveau de leur immunité, et probablement que certaines épidémies ont emporté pas mal de malades de la lèpre en Europe, d'où le déclin de la lèpre en Europe qui est bien antérieur
à l'arrivée des traitements. Alors, sans rentrer dans les détails, la lèpre, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie infectieuse. C'est simple à dire, mais c'est pas facile à faire comprendre dans le public. Et où on travaille, que ce soit dans les zones rurales de Madagascar, mais dans les zones rurales d'Afrique, d'Asie, d'Indonésie, c'est très très difficile de faire comprendre aux gens que c'est une pathologie infectieuse, parce que cette notion de châtiment suprême, elle reste dans les mentalités. Et donc, ce petit mot de dire c'est une maladie infectieuse, c'est facile à dire, mais malheureusement, c'est pas encore facile à divulguer. Donc, c'est une maladie, classiquement, on dit c'est une maladie qui lèche la peau et qui mord le nerf. Ça, c'est une bonne traduction, c'est-à-dire elle est gentille avec la peau. Malheureusement, c'est une maladie dont le tropisme du bacille, c'est le nerf, et toute la gravité de la lèpre, ça va être l'atteinte du nerf. Alors, au départ, ça va être des taches. J'ai montré l'image d'un malade de dos où on a des taches. La particularité de ces taches, c'est que ce sont des taches insensibles. Mais pour pouvoir dépister à ce stade-là, il faut encore qu'un malade, devant des taches, il se dise, tiens, j'ai un problème, je vais consulter. Or, en milieu rural, partout, pas seulement à Madagascar, dans toute l'Afrique, quand on a une tache sur la peau, ça peut être une mycose vulgaire, genre pityriasis versicolore, que tout le monde connaît. On n'est pas motivé, il n'y a pas de ressenti de morbidité, et c'est ça toute la difficulté pour les soignants d'aller faire un diagnostic de lèpre devant des malades qui ne viennent pas consulter. Et après, nous, toutes nos difficultés, c'est de dire à un malade, mais attention, une tache, c'est pas obligatoirement banal, il faut aller rechercher une lèpre. Et comme c'est une maladie neurologique, la particularité de ces taches, j'en viens, c'est des taches qui sont insensibles. La particularité de ces taches, c'est dans 95% des cas, elles sont insensibles. Donc, devant une tache banale, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les soignants, les familles, ce qu'on appelle les travailleurs communautaires, puissent penser à essayer de regarder la sensibilité de ces taches. Et si une tache est insensible, c'est un signe d'alerte, mais précoce. Malheureusement, au stade où le nerf est touché, alors ce sont les nerfs périphériques qui sont touchés. Pourquoi? Parce que le bacille de la lèpre est un bacille qui aime les températures relativement fraîches, et le corps, il est plus frais à l'extérieur, donc ce sont les nerfs périphériques, donc les nerfs essentiellement qui permettent la mobilité des membres supérieurs et des membres inférieurs jusqu'aux extrémités. Et toute la gravité de la lèpre, c'est quand le bacille est arrivé à détruire le nerf, ça va être source de handicap, puis de mutilation. Donc voilà, les deux photos, vous avez une mutilation vous avez une griffe, c'est-à-dire une paralysie de deux nerfs au niveau de la main. La photo que j'ai mise en bas, je l'ai mise en tout petite, c'est des images où parfois la lèpre, c'est pas des taches, c'est des nodules, c'est les images qu'on montre souvent dans les films. On en voit encore peu, mais là, en l'occurrence, c'est un malade tchadien que j'ai rencontré l'année dernière, on en a encore, mais j'ai pas voulu insister. Donc, maladie transmissible d'homme à homme, mais avec une particularité, et c'est là qu'il faut insister là-dessus, c'est une maladie faiblement transmissible. Le génome de la lèpre a montré que le bacille était un bacille qui était archaïque, et en fin de compte, c'est un bacille qui se reproduit pas très vite et qui est faiblement contagieux. Et donc c'est une maladie contagieuse, au même titre que la tuberculose, au même titre que le Covid, par voie respiratoire, à part que le risque de contage est extrêmement faible. On considère qu'il faut un contact intime répété dans une même maison pendant plusieurs semaines pour avoir un risque de s'infecter. S'infecter, c'est une chose, devenir malade, c'est une autre chose. Donc, transmissible, infectieuse, d'homme à homme, mais extrêmement peu contagieuse. Nous, soignants, on ne prend absolument aucune précaution particulière quand on va au-devant d'un malade. Et l'autre particularité, c'est qu'un malade, dès qu'il a pris 24 heures de traitement, on considère que 99% des bacilles sont atténués et ne sont plus en mode contagion, sont plus vivants. Voilà. C'est une maladie qui a une autre particularité dont l'incubation est très longue. Entre le moment où un malade s'infecte et le moment où il va développer la maladie, la moyenne c'est à peu près 5 ans, mais avec des moyennes avec des épisodes un peu plus courts, des fois 2 ans, et ça peut aller jusqu'à 20 ans. Et ça complique les stratégies de lutte, parce que quand vous allez dans une famille, vous avez un malade, vous dites tiens, on va examiner tout le monde autour, personne n'est malade. Mais malheureusement, les autres peuvent devenir malades 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est ça toute la difficulté d'éradiquer une maladie comme ça. On y reviendra, beaucoup de gens qui disent on peut éradiquer.
c'est difficile, passer une maladie à incubation longue. On peut avoir des gens qui se sont contaminés il y a 10 ans et qui vont seulement développer la maladie cette année. C'est un peu la même chose sur la tuberculose. Et ça, il faut le savoir, tout ça, ça annule pas mal de stratégies de lutte. Alors les arsenaux thérapeutiques ne sont pas énormes, on a les médicaments, les vaccinations, on n'a pratiquement rien aujourd'hui. On sait simplement que le vaccin qu'on utilise sur la tuberculose, qui est d'ailleurs faiblement efficace sur la tuberculose, est aussi faiblement efficace sur la lèpre. Mais on sait que dans des cohortes de population vaccinées, on a moins de cas de lèpre que dans des cohortes de population non vaccinées par le BCG. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée, soyons clairs. Alors, pour ceux qui lisent la presse, qui écoutent les radios, de temps en temps, on va entendre que la lèpre, c'est aussi une zoonose qui peut être transmise par les animaux. Dernièrement, il y a eu des découvertes de bacilles de la lèpre, d'un bacille, pas tout à fait le même que le bacille qu'on rencontre chez les humains en ce moment, chez l'écureuil roux d'Écosse. Mais on n'a aujourd'hui pas du tout de transmission par l'écureuil. Néanmoins, quand on revient au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, où beaucoup de gens s'habillaient avec des fourrures d'écureuils, de renards, on peut se demander s'il n'y a pas eu une période où c'était plus une transmission par les animaux, mais on est convaincu aujourd'hui, 99,99% de la transmission est une transmission humaine. L'exception, c'est l'Amérique du Nord, où on a une transmission par un animal, le tatou, qui est un animal utilisé en laboratoire. C'est probablement le meilleur animal d'étude pour la lèpre actuellement. Le tatou à 7 bandes, c'est le tatou d'Amérique du Nord, est porteur du bacille de la lèpre. Et il semble que les contaminations aux États-Unis se fassent par des gens qui élèvent, qui font des barbecues avec des tatous. Et donc, il y aurait peut-être une petite contamination. Mais retenons, maladie transmissible d'homme à homme, faiblement contagieuse. Et du coup, ce qui fait le lit de la lèpre, parce qu'elle est faiblement contagieuse, c'est des clusters de gens vivant dans l'insalubrité et dans la promiscuité. Alors, est-ce qu'il existe un traitement? Oui, depuis les années, on va dire, 80, il existe cette association d'antibiotiques qui est efficace. La seule chose, et c'est pas propre à la lèpre, c'est un traitement qui, en moyenne, va durer 6, 12, voire 24 mois. Donc, malheureusement, traitement efficace, mais avec une durée longue de traitement. Et souvent, c'est compliqué de faire prendre un médicament dans la durée. Et quand un médicament n'est pas pris dans la durée, il y a un risque d'émergence des résistances. Donc nous, sur les programmes nationaux, le tout c'est d'abord de soigner les malades, mais de s'assurer aussi que le traitement va rester efficace. Or, des nouvelles molécules sur la lèpre, on les cherche actuellement. Comme c'est une maladie qui est faiblement financée, il n'y a pas de programme de recherche de traitement sur la lèpre. On essaye de bénéficier des nouveaux traitements sur la tuberculose pour les essayer. Donc on est très attentif, ça c'est un challenge, à maintenir la qualité des médicaments. Donc il faut s'assurer qu'un malade il avale bien ses médicaments tous les jours pour ne pas développer des résistances. Et on fait également un suivi des résistances. On travaille aussi avec ces mêmes antibiotiques, de savoir si ces antibiotiques pourraient être efficaces sur l'entourage du malade pour essayer qu'il ne développe pas la maladie. Mais là on se heurte à ces problèmes d'organisation, à ces problèmes de temps d'incubation. Donc nous, on a un chercheur dans la salle que j'ai cité tout à l'heure, Stéphanie, qui encadre un projet de recherche pour tester non pas l'efficacité, d'une part l'efficacité, mais surtout la faisabilité, monter des programmes de chimioprophylaxie avec des médicaments qui sont très efficaces sur la maladie et où il y a un risque de les divulguer à grande échelle. C'est tout un challenge. Donc on essaye de mesurer et on essaye de savoir à qui est-ce qu'il faut donner ce médicament. Est-ce qu'il faut le donner à des personnes à plus forte susceptibilité? Bon, je rentre pas dans les détails, mais c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, soyons clairs, ceux qui pensent qu'avec la chimioprophylaxie, on va régler le problème de la lèpre, c'est pas évident, notamment lié à ces temps d'incubation. Alors, est-ce que le traitement antibiotique suffit? Bien sûr que oui, au stade débutant, et non quand il y a une atteinte neurologique. Quand il y a une atteinte neurologique, il faut soigner l'atteinte neurologique, prévenir le handicap. Si l'atteinte neurologique elle est débutante, ça va être de la prévention, ça va être de la kiné, ça va être des anti-inflammatoires
pour réduire la souffrance du nerf. Donc on a aussi ces programmes de prévention du handicap qui sont très complexes et très longs à mettre en route, parce que si un traitement antibiotique peut être donné en ambulatoire, un traitement du handicap, ça nécessite de l'hospitalisation, de l'hébergement, une approche sociale. Et heureusement, ici à Madagascar, on a un réseau de centres confessionnels, parce que c'est facile à comprendre qu'en brousse, faire hospitaliser un malade dans un centre public, ça veut dire le nourrir, ça veut dire le désocialiser pendant un certain moment, ça veut dire subvenir aux besoins de sa famille. Si c'est un agriculteur et que du coup on rompt complètement la capacité de production, ces centres confessionnels nous aident énormément. Et moi je vais le dire clairement, à Madagascar, mais comme dans beaucoup de pays, si on n'avait pas les centres confessionnels, la lèpre, ça serait terminé, on ne pourrait pas lutter contre la lèpre. Ça, il faut vraiment être très clair. La prise en charge de ces réactions d'atteinte des nerfs, c'est quelque chose de très compliqué. Et la prise en charge du handicap est aussi compliquée. Donc, un traitement de la lèpre, ça va durer 6-12 mois, mais la prise en charge d'un malade handicapé, ça va durer 20 ans. Alors, sur la prise en charge du handicap, ça peut être de la chirurgie, ça peut être... Alors, attendez, je vais dire ça. Voilà, ça va être donc, des névrites, par exemple la griffe qu'on voit en haut. Si c'est une griffe débutante, on peut essayer de la réduire, et on va parfois y arriver par des médicaments. Quand c'est déjà installé, on a des cordonniers. Là, par exemple, sur l'image, c'est en plus un ancien malade qu'on a réinséré, qui fait des chaussures, qui fait des semelles orthopédiques. Et puis, dans certains cas, on est obligé d'arriver jusqu'à la chirurgie. Je ne suis pas rentré dans les détails de l'atteinte neurologique, mais souvent, on a l'image des gens qui ont perdu des membres. Souvent, on dit il y a des membres qui sont... les doigts tombent. En fin de compte, l'atteinte neurologique, c'est une atteinte motrice et sensible. Et donc, il faut se dire qu'un malade de la lèpre, c'est un malade qui a perdu toute sensibilité, à un stade avancé bien sûr, qui a perdu toute sensibilité sur les extrémités. Et donc, du coup, une femme malade de la lèpre, qui en brousse va travailler avec des marmites brûlantes, va toucher du charbon, elle n'a aucun problème à attraper le charbon avec ses mains. Et elle va se brûler, la brûlure va entraîner des infections, des nécroses, le bacille qui est au niveau des extrémités va rentrer au niveau des articulations, et c'est tout ça qui va entraîner justement ces nécroses distales. Au niveau des pieds, vous avez un malade qui n'a plus de ressenti sur la voûte plantaire, il va mettre une chaussure, quand il en met une, il y a un caillou dedans, nous on va tout de suite s'arrêter parce qu'on ne peut pas marcher avec un caillou dans une chaussure, lui il va marcher avec ce caillou. Et s'il n'a pas eu une hygiène rigoureuse de ses pieds, il va s'apercevoir qu'il a un énorme abcès sous le pied après avoir marché pendant des semaines sur ce pied indolore, insensible, pardon, mais malheureusement avec tous ces problèmes. Et le délabrement des malades de la lèpre, c'est souvent lié à l'insensibilité sur les pieds et les mains. Alors le vaccin... Je l'ai dit, il y a une recherche actuellement au Brésil que nous, la Fondation, on soutient modestement, on n'est pas les seuls. Alors maintenant, quelle est la prévention sur la lèpre ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un arsenal de prévention. Donc la meilleure prévention, c'est de soigner les cas pour éviter qu'ils contaminent. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, quand on soigne les cas aujourd'hui, tous les gens qui sont contaminés, ils vont pouvoir développer la lèpre pendant une période de 20 ans. Donc moi, je ne crois pas du tout. Je suis désolé parce que certains membres au niveau de ma fondation ont un langage différent, et l'OMS a eu un langage différent et à mon avis profondément délétère il y a quelque temps. Je ne crois pas du tout à la disparition de la lèpre dans des proches années tant qu'on n'aura pas un vaccin ou qu'on n'aura pas une approche qui permet à large échelle de prévenir la lèpre. Aujourd'hui on ne l'a pas, donc le meilleur c'est le dépistage précoce. Quand on identifie des foyers, il faut aller vers ces foyers, dépister le plus possible, mais il faudra le faire de manière répétée pour ces questions d'incubation. Vous allez dans un endroit, il faut y revenir 3 ans, 6 ans, 9 ans après. Donc on essaye de dépister autour des malades. Des fois on fait du dépistage porte à porte. Quand on a un village où on considère qu'il y a plus de cas qu'ailleurs, essayer d'aller dépister tous ces cas. Et puis bon, on ne se décourage pas. Les essais de chimio-prophylaxie, nous on les mène à Madagascar, et on ne dit pas on est un peu moins brutal que... Moi j'ai tendance à dire que ça ne va pas trop marcher. À l'échelle individuelle, ça marche. À l'échelle d'une protection collective,
je reste dubitatif, mais on continue à chercher. Il y a des gens dans la salle qui travaillent là-dessus. Donc la lèpre aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la face émergée de l'iceberg, mais malheureusement, pour des questions d'approche de soins des malades, il y a beaucoup de cas qui sont oubliés. Et il y a quelques années, l'OMS au niveau mondial a dit la lèpre est éliminée comme problème de santé publique. Et du coup, dans l'esprit public, on a dit la lèpre s'est éradiquée. Et même ici, je ne vais pas les citer, mais on a des ministres de la santé qui nous disent mais pourquoi vous faites de la lèpre? Il n'y a plus de lèpre. Mais non, il y a encore de la lèpre dans beaucoup d'endroits. Et l'OMS, à un moment, a crié victoire en disant on a fait des campagnes d'élimination dans les années 2000, 1995, 2000, notamment à Madagascar, où on a dépisté beaucoup de cas. Et on s'est dit maintenant qu'on a dépisté, il n'en reste que quelques-uns. Ça y est, c'est fini, on a gagné, les quelques-uns, on va les soigner. Et non, il y a toute cette approche incubation qui n'a pas été prise en compte. Aujourd'hui, les pays les plus touchés, c'est essentiellement l'Inde, mais l'Inde aussi, par le nombre d'habitants, fait que c'est là qu'il y a le plus de cas. À peu près les 3/4 des cas mondiaux sont en Inde, l'Indonésie, le Brésil, beaucoup de cas, et en Afrique, les pays d'Afrique de l'Est notamment, et Madagascar, où on a à peu près 1500 cas par an. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de malades? Parce que il y a le rejet de la lèpre qui fait que beaucoup de malades ne sont pas dépistés parce qu'ils sont rejetés et ils s'auto-rejettent, mais il y a aussi tout le problème que dans des pays avec une structure de soins qui n'est pas extrêmement développée, il y a le problème de l'accès aux soins, il y a le problème de l'éducation. Quand on a une tâche, est-ce qu'on va se soigner? À Madagascar, je réponds en milieu rural, à 80%, les gens n'ont aucune motivation pour aller au dispensaire se faire soigner pour une tâche. Quand bien même ils y vont, il n'y a pas de médicament pour un traitement d'une tâche, et du coup, il n'y a probablement pas de compétences pour dire « Ah, je vais aller regarder si cette tâche c'est la lèpre ». Après, quand les malades sont diagnostiqués, il faut être certain que les médicaments sont arrivés à tous les endroits. Et nous, quand on dit on guérit un malade de la lèpre, ça veut dire qu'on prend en charge aussi son handicap. Et là, la prise en charge du handicap, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui s'en occupe. Donc, par rapport à la demande, le nombre de cas réellement pris en charge, il est quand même bien inférieur au dénominateur. Bon, vous connaissez tous Madagascar. Quand on dit on fait des campagnes de dépistage avancé, on va au-devant des malades, on se heurte à des difficultés de terrain. Souvent, les malades, ils ne viennent pas au centre parce que c'est des fois 3-4 heures de marche pour aller au centre de santé. Et nous, quand on veut aller vers eux, c'est souvent la galère. Même si, encore une fois, on s'appuie sur des réseaux. Et vraiment, je veux saluer les réseaux de confessionnels sur lesquels on s'appuie. Ça, c'est quelques exemples sur notre projet de recherche à Miandrivaz, où justement, on teste, on fait des approches sérologiques pour essayer de voir si les gens ont dans leur sang des anticorps qui montreraient qu'ils ont été en contact avec la lèpre pour savoir éventuellement si c'est vers eux qu'il faut axer des programmes de chimio-prophylaxie. Là, c'est l'examen d'un malade où avec un petit coton, on essaye de regarder si les taches qui sont sur la peau, qui nous paraissent évidentes, mais qu'au niveau d'un infirmier, on lui dit il faut tester la sensibilité. Là, on fait des programmes de recherche, mais en même temps, on essaye d'éduquer les gens. Donc, on a des petits livrets pour éduquer dans les écoles. Voilà, là, c'est des stades où malheureusement, c'est une dame qui a des griffes plus une atteinte articulaire. Donc ça, c'est des gens, pour après les faire travailler, c'est pas évident. Donc c'est tout le problème de la réinsertion. Néanmoins, cette dame, par exemple, qui a plus un doigt, ça n'empêche pas de faire de la couture. Elle fait des smocks, elle fait là en dessous, elle fait des choses remarquables. Donc il ne faut pas perdre espoir. Au nombre de malades, je pense que Madagascar se situe un peu mieux que pas mal de pays. Par contre, on reste quand même très en deçà de ce qu'on doit dépister. Eh ben, on est contraint par la géographie du pays, par les approches culturelles, par la pauvreté, par le manque de compétences. Tout ça, c'est à prendre en compte. Donc j'ai insisté sur le fait qu'on ne travaille pas seul. Nous, on travaille main dans la main avec le ministère de la Santé, mais vraiment, moi, je salue tous ces réseaux confessionnels sans lesquels on ne pourrait pas travailler. Et sur la tuberculose, c'est pas loin d'être la même chose. Le problème majeur reste effectivement le faible ressenti de morbidité. Voilà, donc là, en quelques images, ça c'est une image au Tchad où on fait des prélèvements sur l'oreille parce qu'on va essayer de rechercher les bacilles. Donc les bacilles sont souvent dans les zones froides, donc les oreilles, on sait,
quand on se gèle, on a souvent les oreilles froides et le bacille il se réfugie dans ces endroits-là. Là, on fait de la petite chirurgie sur des malades qui ont ce qu'on appelle des beaux perforants plantaires. Donc on a des chirurgiens qui nous aident à former des médecins. Il faut quand même hospitaliser souvent pour des longues durées les malades. Ça veut dire aussi les malades, leurs familles, leur venir en aide. Voilà, donc nous, notre travail, c'est former, éduquer, réinsérer. Là, c'est un podologue de Tananarive qui nous a appris à faire des semelles orthopédiques, et on a des semelles de haut niveau qui sont faites dans des petites structures, et chapeau, et souvent ça nous permet de réinsérer d'anciens malades. Bon alors, maintenant l'analyse, est-ce qu'on a gagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, fin des années 90, on a cru pouvoir annoncer qu'on avait gagné, avec des mots malheureux comme éliminé, et qui a été confondu avec éradiqué, et du coup tous les donateurs ont dit terminé, on n'appuie plus cette maladie qui a quasiment disparu, et malheureusement même les ministères de la Santé la considèrent pas comme une maladie à problème. Donc certes il n'y a pas beaucoup de cas, mais pour en venir à bout, souvent on l'a vu par exemple sur des épidémies comme la variole et tout ça, c'est les derniers cas qui coûtent le plus cher. Et la polio, on a cru qu'on avait gagné il y a quelques années parce qu'il restait allez, une dizaine de cas déclarés dans le monde. Et les 10 derniers cas, si on ne met pas le paquet, on n'y arrive pas. Et donc sur la lèpre, ça sera pareil. Donc est-ce qu'on a perdu? Non, parce qu'on a des antibiotiques qui sont efficaces, le nombre de cas a sérieusement baissé, mais bon, il faut quand même rester vigilant, mais surtout il faut essayer d'avoir des nouvelles thérapies. Donc l'idéal, ça serait d'avoir des médicaments qui permettent de traiter, non pas en 6-12 mois, mais en 2 mois, et qu'on ait peut-être des tests diagnostiques un petit peu plus faciles. Mais derrière, moi je pense qu'ici, comme ailleurs, on joue le rôle de pompier. La pauvreté, l'enclavement, le baisse de niveau d'instruction, que ce soit des familles et même des soignants et des enseignants, fait que quelque part on lutte contre une machine qui va contre nous. Tant que la pauvreté va s'accroître, ça sera difficile de lutter contre des maladies comme la lèpre, quand bien même on aurait peut-être dans le tuyau des outils diagnostiques qui viendront. Donc voilà, j'ai pas trop parlé des enfants, mais quand on va sur le terrain, on voit beaucoup d'enfants. J'en discutais avec la présidente du musée tout à l'heure. Il faut savoir que sur la lèpre, les familles, par cette discrimination, c'est souvent des familles entières qui ont été discriminées. Et les enfants des malades de la lèpre sont considérés comme des lépreux. Et donc, aujourd'hui, je parlais des confessionnels, les sœurs font un boulot formidable parce que souvent elles ont des écoles avec elles qui étaient au départ, quand il y avait beaucoup de malades, qui étaient des écoles pour prendre en charge les enfants des malades. Et aujourd'hui, ces écoles, elles intègrent tous les gens du village. Et comme on a souvent un enseignement qui est plutôt de relativement bonne qualité et qu'il y a un certain suivi social, on nourrit les enfants, on leur apprend certaines règles d'hygiène. Donc du coup, on a un mélange des enfants malades, des enfants de malades et des enfants du village. Et ça, c'est une avancée parce que, encore une fois, il y a eu un lourd tribut sur les familles de malades et je dois dire qu'encore à Madagascar, même si ce n'est pas hyper fréquent, il n'est pas rare quand même de rencontrer des gens qui nous disent voilà, moi j'étais une jeune femme, elle a 28 ans, la famille de mon mari l'a poussée à me rejeter parce que j'étais malade et de partir avec mes enfants. Et tout ça, c'est une approche qu'il faut prendre en compte. Et je pense que l'avenir appartient aux enfants. Donc malheureusement, quand on fait le constat d'une éducation qui est insuffisante, notamment en brousse, il faudrait renforcer cette capacité de diffusion des messages. Et souvent, c'est par les enfants qu'on y arriverait le mieux. Et des enfants, malheureusement, ils sont aussi touchés par la lèpre. Ça, c'est une petite fille qu'on a dépistée du côté d'Ambik, c'est dans le sud du pays. Donc voilà, un infirmier qui, c'est même pas un infirmier d'ailleurs, c'est un agent de santé qui sait bien faire le diagnostic de ces formes-là. Il y a des fois des complications qui sont beaucoup plus difficiles et qui vont défigurer les malades. Et les petits-enfants de 7-8 ans sont souvent atteints par ces complications qui entravent malheureusement leur avenir. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi de l'espoir. J'ai mis cette photo. J'ai masqué les yeux parce que
Ça se fait pas de divulguer des images comme ça. Mais vous avez cette jeune fille, elle avait un visage terrorisé quand on est allé la chercher dans un village avec la sœur. Et entre la photo de gauche et la photo de droite, il s'est passé une demi-heure. La sœur est arrivée, elle m'avait dit, j'ai appris qu'elle est malade. On a trouvé cette petite, passez-moi l'expression, sauvageonne qui était repoussée par tout le monde. Et 5 minutes après, elle a trouvé l'amour de cette sœur qui l'a habillée. Et on avait un enfant souriant avec nous dans la voiture quand on l'a ramené. Ça fait chaud au cœur. Ça, c'est les petits-enfants au Tchad que j'ai vus à des stades où ils ont des nodules, sont complètement défigurés. Quand on a vu cet enfant, les premières images que j'ai faites, que j'ai montrées à quelqu'un, on m'a dit « Ah, mais t'as ramené des photos d'un vieillard qui a la lèpre ?» J'ai dit « Non, le vieillard, il a 9 ans. » Voilà, donc les cloques sur les plaies sur les mains, ça c'est lié à la perte de sensibilité. Une jeune fille à droite, dans le sud, du côté de Fort-Dauphin, qui a plus de doigts, elle a 14 ans. Voilà. Puis des enfants qui ont la lèpre mais qui vivent ensemble. Celui de gauche a la lèpre, celui qui est à droite il n'y en a pas. C'est les meilleurs copains du monde. Et d'ailleurs celui de gauche est complètement guéri. Encore une enfant, 14 ans, qui a perdu ses doigts. Voilà. La scolarité, j'y crois. L'entraide, la prise en charge, tout ça c'est quelque chose qui nous fera avancer. Mais il faut favoriser l'éducation en santé et sensibiliser. Encourager les malades à s'auto-soigner, encore une fois, les troubles de la sensibilité, ça nécessite des soins. On demande aux gens de surveiller leurs pieds, de surveiller leurs mains. Tout ça, c'est de l'éducation. Mais voilà, la route avance et on n'a pas encore gagné. Merci beaucoup.